Commencer avec la bronze, avec cette reprise en effet. Tu es à la Monte aujourd'hui sur, on va dire, les nouvelles technologies. On va réfléchir un tout petit peu, sur comment on travaille les nouvelles technologies et le côté structurel. Moi, je vais présenter, mais je vais faire super simple. C'est vraiment, j'ai présenté Gala Fréron grâce à sa bio dans le catalogue. En fait, elle a collaboré à plusieurs structures culturelles et festivals de cinéma, et dont un festival en Haute-Savoie, mais surtout elle est aujourd'hui spécialisée en VR. C'est pour ça elle a été dans le jury de la VR, présidente, non ? Carrément présidente du jury de la VR. Et en fait, l'idée, c'est vraiment avec elle de voir combien ont été produits maintenant, est-ce qu'il y a une vraie appétence par rapport à la VR. Inde, faut que tu te présentes parce que moi je connais pas. Ben oui, mais je connais pas. C'est un peu gênant. Et un monsieur qui est là, qui est passé par là, et voilà, c'est un peu quand même gênant. Donc, puisque pour tout vous expliquer, Ali Rgig devait être ici et il devait partir pour jeux vidéo. Et donc merci beaucoup à Naufel de venir, qui remplace Ali, qui lui est créateur de VR. Donc va nous expliquer un petit peu, mais. Je sais pas si tu as une petite... Donc Naufel Ben Nasser, c'est un jeune entrepreneur, mais il est également artiste parce qu'il travaille, il a déjà fait des films en 360 et il travaille beaucoup dans le domaine du jeu vidéo, dans le digital, et c'est un graphic artiste, c'est ça ? Artiste 3D, voilà. Et il a un studio qui s'appelle Magistral Studio, merci beaucoup, qui était au forum ces 3 derniers jours. Et Inde, puisqu'on a la chance de t'avoir, c'est un piège évidemment très rapidement. Ça se passe bien le festival. Inde a pris, vous le savez, la direction artistique du festival cette année après. Est en charge, de la direction artistique. Arrêtez avec les mots, c'est pas si important que ça, les mots. Ça se passe bien ? Oui. Ouais. J'espère que ça se passe bien pour vous tous présents, surtout. Et pour toi ? Oui, très bien. Autant des invités, la participation, même si c'est un peu dur aujourd'hui, on sait que les étudiants vont partir de manière un petit peu rapide, mais ouais. Oui, ça se passe bien. C'est assez calme. Et les gens sont contents, les enfants, j'ai vu tout à l'heure, ils étaient contents. Les artistes, j'espère qu'ils le sont aussi. Donc c'est super. Donc ça se passe bien et on t'aura un peu plus loin au moment. J'arrête de t'embêter, merci beaucoup d'être à l'heure. On va donner le micro à Naufel. Peut-être on va commencer par toi. Donc d'abord de la 3D et ensuite de la VR. C'est comme ça que tu es arrivé à la VR et à travailler sur d'autres choses. Oui, alors pour nous la VR c'est juste une plateforme où est-ce qu'on peut projeter nos projets, que ce soit du jeu vidéo ou bien du cinéma d'animation, ou même de la prise de vue réelle. Ça reste un média qui est intéressant, qui est assez nouveau, et ça reste intéressant pour à projeter en fait. Ouais. Puisque l'idée c'était l'écriture, tu vas nous en parler aussi. Est-ce que l'écriture, comment ça se passe, l'écriture d'un projet VR, évidemment c'est forcément différent d'un projet traditionnel. Donc déjà, alors, puis Gala. Oui, c'est au niveau de la technique qui diffère. C'est. Ok. Ça sera peut-être parce qu'il est un peu fort. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ça sera mieux. Oui. Alors, au niveau de la technique, effectivement, il y a quelques petits changements parce que ça diffère de la façon comment on filmait les prises de vue réelles ou bien le cinéma d'animation avec sans VR. C'est-à-dire que déjà, c'est au niveau on peut être plus créatif au niveau de l'écriture déjà, parce qu'on n'est pas limité à un cadre 2D. Ensuite, on a aussi le storyboard qui change un petit peu, parce que là, il faut montrer tout ce qu'on veut montrer. Il faut être créatif au niveau des cadres, parce que c'est nouveau aussi. Et au niveau de la technique, en fait, techniquement, on essaie en gros, on met 2 caméras, une pour chaque œil, pour essayer de simuler la profondeur. Et c'est grâce à ça qu'on a cette sensation de 3D. C'est comme ça, voilà. Gala, sur l'écriture, toi qui connais le cinéma et le cinéma d'animation en général,
Je sais pas, tu as vu, donc c'est quoi un scénario de VR, c'est quoi un storyboard de VR, comme disait Naofel, c'est complètement différent ou il y a quand même des choses qui se retrouvent dans les deux? C'est un peu de la folie quand même. J'ai vu par exemple un film qui s'appelle Kidnapping à Vostok qui a été fait à la cartoucherie à Valence, qui est un pôle image à Valence en France. Et du coup, les réalisateurs m'ont montré comment ils ont écrit le scénario. Et c'est vraiment, il faut imaginer un espèce de tableur en 360, puisqu'évidemment, si toi tu regardes à gauche, moi je regarderai à droite, il faut toujours qu'il se passe quelque chose, que le drapeau bouge, que la neige tombe, que le pingouin glisse, etc., etc. Donc c'est là-dedans que c'est différent, où il faut imaginer le regard du spectateur et imaginer que l'image doit bouger n'importe quand. Mais après, c'est en fait une création graphique un peu similaire. C'est même des financements très similaires. C'est une façon de dessiner, de créer en 3D qui est la même finalement. C'est juste des logiciels et une façon de penser le film un peu différente. Mais l'industrie est plutôt la même. Ça marche. Elle va beaucoup plus fort que la mienne. Pardon. C'est quand même aussi, d'un seul coup, je sais pas, c'était Boris Labbé qui en faisait, qui disait, en effet, il faut quand même imaginer ce que tu disais, absolument tout ce qui se passe, voire même si quelqu'un ne va jamais quelque part. C'est un peu l'évolution du jeu vidéo aujourd'hui, où on tombait facilement dans des endroits où évidemment il n'y avait rien, et qu'aujourd'hui on peut, je sais pas, alors moi ça fait longtemps, mais Red Dead Redemption 2 par exemple, on pouvait avancer sans qu'il se passe forcément quelque chose. Donc il y a cette idée d'univers, tu dis on faut être plus créatif, mais aussi j'imagine ça demande peut-être encore plus de boulot par rapport à Alors oui, cet univers. Bien sûr, en fait, même pour tout. En fait, la VR, tu peux très bien la créer avec de l'image de synthèse ou bien de la prise de vue réelle, et ça reste la même charge de travail qui est en double. C'est une pour chaque œil et un environnement autour. Vous voyez, c'est un peu, c'est à la fois compliqué, mais c'est passionnant à la fois. Et on peut dire que c'est pas assez compliqué que ça. C'est pas la mer à boire, mais, oui, mais c'est nouveau. Voilà. Quand même, plus que nouveau, parce que bon, nouveau, ça, c'est une chose, hein, ça, c'est quelque chose. Merci. Nouveau, c'est une chose, mais c'est vraiment aussi l'idée de, encore une fois, de créer des endroits, de même pouvoir imaginer un endroit où peut-être que personne n'ira, mais qu'il faut quand même le créer parce que tout doit être complet. C'est-à-dire que là, on arrive dans un cinéma, alors je ne sais pas si c'est un cinéma total, je ne sais pas si c'est un mot qui est vraiment intéressant, mais en tout cas où il y a immersion, il y a jeu vidéo, c'est-à-dire que souvent il peut y avoir interaction, merci. Il y a tout cet enjeu-là quand même. Alors oui, effectivement, le jeu vidéo, en fait, surtout le jeu vidéo scénarisé, on voit ça comme du cinéma interactif. Quand vous avez dit Red Dead Redemption, on voit très bien les codes, tout ça vient du western. C'est pas le western, c'est surtout Red Dead Redemption 1 qui vient du western spaghetti. Oui, mais Red Dead Redemption 2, c'est plus du western moderne, à la Tarantino, etc. Voilà. Ouais. Et en fait, dans le jeu vidéo, ce qu'on essaie de créer, c'est effectivement de l'immersion. Moi, j'aime souvent dire que le jeu vidéo, ça reste du cinéma, mais c'est à la première personne. C'est le joueur qui devient le personnage principal, c'est lui qui fait tourner l'histoire, c'est lui qui fait avancer tout. Et effectivement, quand on crée un univers 3D, un univers en général pour du jeu vidéo, on essaie de remplir tous ces vides que le cinéma ou le cinéma, on va dire que c'est le réalisateur qui dirige l'œil et l'histoire du spectateur. Alors que dans le jeu vidéo, on te laisse cette liberté et tu peux aller chercher où tu veux, etc. C'est quoi le style de production que vous faites? C'est quel genre? Est-ce qu'il y a un genre précis ou Oui, alors moi j'ai choisi plutôt un genre que j'aime bien. Alors ça n'a pas l'air très fun, mais j'aime bien. En fait, ce sont les simulateurs d'avion. Et on peut très bien scénariser ça avec, on refait par exemple soit on appelle ça soit du bac à sable, c'est-à-dire on laisse le joueur créer ses propres scénarios, ou bien on lui offre par exemple des scénarios par exemple là je travaille sur un simulateur d'avion de Seconde Guerre mondiale du théâtre du Pacifique, et du coup on essaie de recréer par exemple toutes les histoires qui se sont passées là-bas, comme le Red to Little ou bien toutes les histoires derrière. Donc on cherche plein d'archives. Oui, il y a plein de recherches, c'est quand même des gars en fait. Bien il y a plein de choses qui se retrouvent et finalement il y a plein de. Oui, c'est la partie fun ça. Sachant que le simulateur d'avion, hein, c'était super marrant parce que c'est un des premiers courts-métrages d'animation en France en ordinateur a été fait sur un simulateur d'avion, et c'est André Martin, donc un grand critique français qui l'avait fait. Et le théâtre, oui,
Et Gala a vu le thé à la menthe, et elle fait, il y a les thés à la menthe, c'est pour ça quand même que je suis venu, donc allons-y. Oui, mais je le vois aussi, même s'ils discutent comme d'habitude, allons-y pour les thés à la menthe, merci beaucoup. Et donc, il faut choisir sucré, non sucré, ou mixte. On devient très ennuyeux, on va tous demander mixte. Voilà, c'est ça, donc c'est intéressant ce genre. Gala, toi tu vois les choses, moi il y a quelques années, j'avais vu, et ça j'ai oublié les noms des frères, c'est Popovic qui avait fait sur l'immigration, enfin on était avec des gens qui devaient partir fuir de leur pays. Toi tu vois beaucoup de genres, donc ce côté plus politique, des choses plus fantasy, des choses, il y a vraiment une diversité à ce niveau-là. Je pense que ça fait écho à la production de l'animation par exemple, puisqu'il y a énormément de films d'anime qui sortent en VR. Et il y a une majorité de films qui sont des documentaires animés, parce que c'est vrai que l'immersion permet encore plus l'empathie, encore plus quand tu peux interagir dans un documentaire animé et toi-même vivre la migration, comme par exemple avec un film qui est en compète ici, 5 grammes de safran, où tu es dans le bateau à un moment de l'exilée iranienne et ça crée quelque chose d'assez puissant. Donc c'est vrai que nous, dans les films qu'on distribue, on a beaucoup de VR animés et de documentaires. Quelle était ta question, mon cher? C'était au niveau du genre. C'est ça. Majoritairement de l'anime, mais après, le vrai parent pauvre, c'est la fiction. Qui peut-être, il y a un film qui s'appelle Champ de bataille de François Vauthier, qui est un peu un réalisateur connu dans la VR, qui lui fait de la fiction en VR, mais il y en a assez peu. Il y a Abderrahmane Sissako qui va sortir son prochain film en VR, qui sera une fiction, donc on voit quand même qu'il y a une tendance de réalisateurs assez connus qui commencent ou alors qui se remettent à la VR et qui vont aller vers de la fiction, mais c'est un peu le parent pauvre, c'est ça. Donc beaucoup d'animes, beaucoup de docs animés, un peu de vue réelle. Et voilà. Ce que fait par exemple pour que, je sais pas, on sache, parce qu'on est rentré dessus dans la VR, ce que fait Michel Oslo avec les 3 lapins, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a plusieurs styles? Est-ce qu'il y a des terminologies différentes sur différentes nouvelles technologies, on va dire, qui sont là? C'est l'immersion en tant que telle. On le voit pas mal au niveau des dossiers CNC, par exemple, où un film en réalité virtuelle, la problématique, c'est la diffusion. La grande problématique, c'est que, notamment en France, il y a peu de gens qui ont des casques chez eux, plus aux États-Unis, et même si on a un casque chez soi, il y a très peu de contenus qui sont dispo, de contenus narratifs, artistiques. Il y a beaucoup de jeux vidéo, et donc on voit dans les dossiers une pluralité de demandes de support. Donc il va avoir le film en VR, une version dôme en général, parfois une version flat. Et ça, c'est intéressant de se dire, le postulat de base, c'était de faire un film en VR, mais alors là, pour Michel Oslo, je pense que l'idée de base, c'était de faire un film en dôme pour s'essayer aussi à ces nouvelles technologies. Et, c'est intéressant d'ailleurs de voir un grand monsieur comme ça de l'animation qui s'intéresse quand même à l'immersion et qui propose cette déclinaison-là. Tu vois, des nouvelles cette idée d'immersif, cette idée de VR, souvent c'est vous qui les proposez aux gens qui vous demandent des choses, on pourrait peut-être faire cette commande que vous nous donnez, ça serait peut-être pas mal de la faire en VR, ça va avancer, ou c'est souvent des gens qui viennent vers vous en disant on aimerait un projet immersif, on aimerait un projet VR, donc qu'est-ce que vous nous proposez? Alors là, je vais vous dire un truc qui n'est pas très orthodoxe. en fait, non, parce que là, c'est les chiffres qui parlent, parce chaque fois, on voit les chiffres et tout. Mais en fait, dans le jeu vidéo, utiliser le terme VR, c'est un argument de vente. En fait, quand tu l'as pas, tu passes pour le naze. Et du coup, tu es obligé de mettre que tu utilises la VR, même si ça se vend pas. C'est ça le problème. C'est que les gens n'ont pas tous la VR, mais ils sont, on va dire, plus intéressés s'ils voient que le jeu tourne beaucoup sur VR. Et du coup, on est obligé, nous, développeurs, de faire une version VR juste pour que ça colle au marché. D'accord, ça c'est dans le jeu vidéo. Enfin, ça c'est plutôt le jeu vidéo, c'est plutôt ça. C'est-à-dire se dire, il faut aussi, même si elle va être vendue à très très peu d'exemplaires, même si personne. Malheureusement, c'est comme ça. D'accord, donc ça, il faut avoir. Ça c'est les chiffres en fait qu'on a, et du coup, on est obligé de s'y soumettre. Oui, après c'est des choses qui arrivent souvent. Je sais qu'en télé, vous savez sûrement, maintenant beaucoup de gens demandent la 4K, alors que plein de gens n'ont pas la 4K, mais il faut avoir ça pour
de toute façon, donc c'est un peu une obligation. Pour revenir sur cette idée de, et on va revenir quand même sur les financements après, mais c'est intéressant, je sais que les Cranotes, par exemple, réalisateurs qui travaillent au Danemark aujourd'hui, font souvent une version flat, comme tu dis, et une version VR. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu sens que c'est presque une obligation par rapport à des gens qui sont de l'animation un peu plus traditionnelle, et notamment la problématique, comme tu l'as dit toi-même, de la diffusion en salle aujourd'hui? À l'inverse, non, en fait. Il y a très peu de films en version flat. Enfin, les films qu'on distribue et qui sont produits, c'est à peu près 250 productions par an, sont majoritairement que en VR. Il n'y a pas la version flat parce que c'est fait et écrit comme ça. Et d'ailleurs, quel intérêt de s'embêter à aller financer et produire un film en VR si on le fait en flat? Il y a quand même un intérêt assez... si on fait de la VR, il faut que ça serve à quelque chose et à la narration. Donc on voit de plus en plus de projets ultra aboutis, ultra bien écrits, uniquement pour la réalité virtuelle, justement. Après, c'est vraiment le problème de... c'est ce qu'on voit là ou c'est ce qu'on voit. Il y a je sais pas combien de casques ici. C'est à chaque fois, il y a une diffusion qui est forcément limitée. C'est ça. À ce niveau-là, est-ce que toi, tu vois des choses qui vont faire changer les habitudes, les choses, ou ça paraît difficile de... C'est le CNC qui insuffle beaucoup déjà dans le financement des films, puisque maintenant il y a un vrai fonds dédié à la création immersive. Et puis dans les appels à projets France 2030, qui sont justement des espèces d'accélérateurs où il y a pas mal de financement derrière. Nous, on a notamment déposé un projet on fait partie d'un consortium pour justement créer des salles d'immersion où il y a une pluralité de casques, etc. Mais pas dans le côté entertainment, divertissement, mais vraiment pour créer un espace de diffusion pour ces œuvres immersives-là qui ont très peu de place dans la diffusion. Donc on voit, il y a aussi un distributeur qui, par exemple, a créé un dispositif pour qui est une séance de cinéma dans la salle de cinéma. Donc on arrive, on paye son ticket de cinéma et puis on fait 1 heure de VR dans la salle de cinéma, assis sur les sièges. Il y a de plus en plus de dispositifs comme ça en France qui sont, grâce au CNC, qui vont voir le jour bientôt. Ici au Maroc, il y a des diffusions. Là, je sais qu'ils ont fait venir un dôme spécialement pour la projection de Michel Oslo. Il y a des endroits, il y a pour le jeu vidéo j'arrive pas à trouver des espaces, des games. Ouais. Ouais, en fait, justement pour de la projection de films, etc., on a de la chance d'avoir à Meknès ou bien dans tous les instituts français du Maroc. Ça s'appelle comment ça? Hind? Le truc de verre? Le musée numérique, voilà. C'est en partenariat avec Microfolie. le projet de la Villette. Ah oui, la Villette, voilà. C'est en partenariat avec la Villette. Et ils font beaucoup de projections de films VR, ça c'est intéressant. On aimerait avoir encore plus, effectivement. Mais pour être honnête, en fait, la VR, j'ai l'impression que c'est une sorte de technologie transitoire. On sait peut-être que dans le futur, on aura quelque chose de nouveau. Il faut que ça soit plus démocratisé pour que tout le monde ait un casque au moins chez lui, ou bien au moins un outil pour essayer de projeter du film à 360 chez lui. Sinon, il y a aussi les salles de jeu où ils proposent des solutions VR. Et puis, voilà. On va passer au financement. Donc déjà ici, et puis je te demanderai évidemment, il y a des financements gouvernementaux, nationaux, ou non, c'est vraiment des commandes privées qui donnent de l'argent? Comment ça se passe? Parce qu'évidemment, je suppose, à un niveau technique, peut-être avant, il faut quoi? C'est-à-dire, il faut des ordinateurs surpuissants ou non? Il faut des ordinateurs classiques? Qu'est-ce qu'il faut au niveau matériel? Alors, au niveau matériel, effectivement, il faut quand même de bons PC, de bonnes cartes graphiques qui soient capables de supporter de la VR. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut suivre la technologie, elle n'arrête pas de se développer et tout. À chaque fois, il faut acheter un nouveau PC, une nouvelle carte graphique. Et même avec ça, il y a un petit peu de lag, tu peux pas. C'est dur d'atteindre le 60 FPS à chaque fois. Il faut plus de 60 FPS, mais quand même, c'est dur d'atteindre. Explique ce que c'est que 60 FPS pour les gens qui savent pas. En gros, comme on sait, en animation, on peut dire que une seconde, ça dure 25-30 FPS. Donc voilà, donc en voilà. fait, FPS, c'est juste image par seconde. Voilà, c'est frame par seconde, donc c'est image par seconde. Et donc en effet, donc là, il faut plutôt que 24 ou 25 images, 60 images par seconde. Oui, alors dans la VR, il faut un peu plus, il faut plus de 60. On va jusqu'à 120 images par seconde par image, parce qu'on sent la latence quand on tourne la tête, quand on voit
c'est des trucs qui sont pas agréables. Ça se sentait beaucoup avec le premier casque. Maintenant, on atteint de belles performances avec de nouveaux casques comme, on va dire, le MetaQuest 3 ou bien le Pimax, toutes les nouveautés. En revanche, il faut quand même le PC qui suit avec, surtout quand on fait quelque chose interactif sur PC, voilà, comme des jeux PC sur VR. Après, c'est notre travail à nous d'essayer d'optimiser le travail pour que ça soit fluide. C'est ça notre métier, c'est rendre le truc fluide. Est-ce qu'avant de repasser au financement, est-ce que chaque boîte a forcément une obligation, enfin pas une obligation, d'avoir une partie recherche et développement, même quand on fait de la production? Je ne sais pas si vous avez une partie recherche et développement, puis Gala, je ne sais pas si tu vois ça dans les studios. Alors pour la boîte pour qui je travaille, oui, effectivement, on a une partie, une section recherche et développement. Je ne sais pas si on peut utiliser des mots techniques. Après, tu nous les expliques, mais vas-y, de toute façon, c'est obligé, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, quand on crée un objet 3D, il faut lui appliquer de la texture, c'est-à-dire, voilà, le rendre, par exemple, ce mur qui est blanc, il a cette couleur blanche avec ce grain, etc. Et ensuite, il y a la poster et tout. Et nous, en fait, notre section de R&D, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie d'optimiser le shader qui est appliqué dessus, parce que là, c'est des textures qui sont quand même en 4K. Et du coup, on essaie de trouver une solution. Ce sont eux, les magiciens, les programmeurs, qui arrivent à trouver tout le temps la solution pour avoir de la meilleure qualité avec les meilleures performances. Voilà. Gala, un studio aujourd'hui, même des producteurs de 3D sont obligés presque d'avoir un jardin ou pas forcément. Il y a des gens qui se satisfont de ce qu'il y a et travaillent avec les outils d'aujourd'hui. Je dirais pas forcément. Ils le font pour améliorer en fait les productions futures, je pense, mais je pense pas que tous les studios. Ouais. Non, après, c'est vrai que c'est deux industries qui sont pas enfin, on parle des domaines qui se ressemblent techniquement, ouais, mais qui s'opposent vachement, le gaming VR et l'œuvre narrative, enfin, qui s'opposent pas, mais qui se... voilà. Donc c'est pas forcément la même industrie complètement, les mêmes financements. C'est intéressant, pourquoi? Dis-nous un peu... ça s'oppose, mais en effet, c'est parce que c'est quoi? Il y a une narration qui est différente, il y a des publics qui sont différents. Oui, c'est ça, ouais. C'est une narration différente, c'est comme un film VR, il va passer... par les festivals, par Cannes, par la Mostra, par Annecy, par Clermont, etc. Là où le gaming n'a pas forcément... alors, à sa place à Annecy, par exemple, il y avait eu un gros focus sur le gaming immersif aussi. Mais c'est comme dans l'anime et la 3D face au gaming, c'est un peu ça aussi. Des financements, est-ce qu'aujourd'hui, ça coûte, est-ce qu'on peut savoir combien ça coûte, par exemple, je sais pas moi, un film, est-ce que ça coûte beaucoup plus cher qu'un film classique, moins cher? Tu as des budgets comme ça de films en tête? Ça dépend, la vue réelle est très chère parce qu'il faut des caméras globes qui filment en 360, c'est assez technique, mais j'ai pas de coût comme ça. Je sais que, en tout cas en France, les régions sont quand même mettent beaucoup, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes, a beaucoup de financement. Nous, on distribue beaucoup de films qui sont coproduits par la région et voilà, le CNC, les régions, les villes aussi. Donc c'est un système de financement qui est vraiment similaire au cinéma. Au cinéma, ouais. Complètement. Et au Maroc, on sait que on a souvent parlé ici des problématiques de financement du court-métrage ou du long-métrage, en tout cas de l'animation. Pour tout ce qui est, tu peux dire jeux vidéo VR, je crois qu'il y a quelque chose d'énorme qui se ouvre demain à Rabat, sur le jeu vidéo. Ouais, effectivement. Ouais. Alors oui, effectivement, j'y vais justement juste après. Et en fait, pour le cinéma d'animation, pour être honnête, j'en ai pas beaucoup. Oui. Non, c'est plutôt toi pour en fait, pour le jeu vidéo, effectivement, nous, au Maroc, depuis quelques années, ça bouge un petit peu et je suis content. Il y a des financements avec le VGI, c'est Video Game Incubator. Et il y a plein de trucs intéressants, justement, aussi avec cet incubateur, avec l'ambassade de France. Il nous a ramené plein de formateurs, plein d'aides techniques pour essayer de donner au moins des petites ficelles pour devenir un vrai studio aux normes internationales. Et voilà, effectivement, il y a des trucs qui bougent, ça bouge beaucoup maintenant. Et puis on va voir où est-ce que ça va nous mener dans quelques années. Il y a encore du boulot, mais en tout cas, au moins c'est bien, les choses avancent. Je vais finir après moi, puis je vous donnerai la parole si vous avez évidemment des questions. Mais j'aimerais évidemment que tu nous parles de diffusion et de distribution, parce que comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est complexe.
Comment ça fonctionne? Est-ce que vous travaillez à l'international, en national? Dis-nous un petit peu, toi, ton travail sur ça. Nous, à notre échelle, en fait, on a créé un dispositif qui est donc financé par la région dans laquelle on travaille, par le CNC. Donc, c'est les deux financeurs. Et donc, c'est un dispositif où on a en gros une camionnette, 200 casques, et on sillonne la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on va dans les festivals. On a 52 festivals partenaires, plus des écoles, des collèges, des lycées, des universités. On va au Gobelin, on va à la Fémis, on va... Et on va montrer des films de façon collective, donc on a entre 5 et 30 casques, et puis on fait une séance, donc médiation. Moi je présente l'histoire du cinéma où je remonte du kinétoscope d'Edison à maintenant. Je replace le médium dans la frise, après on regarde des films, à peu près 3/4 d'heure de film, donc 3 à 4 films, et après on en parle, voilà. Donc c'est des séances de 2 heures. On fait ça depuis 6 ans et ça représente quand même 25 000 spectateurs par an à peu près. Donc c'est quelque chose qui marche très bien à l'échelle d'une région. Donc là, évidemment, on a beaucoup de demandes ailleurs aussi. Et puis, grâce à ces dispositifs comme France 2030, justement, de faire des projets un peu plus d'ampleur comme ça, donc que ce soit dans les salles de cinéma, que ce soit pour aider de l'acquisition de matériel dans les universités, par exemple. Il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. La VR, c'est pas nouveau, hein, ça a plus de 10 ans. À Annecy, ça fait 12 ans qu'ils en montrent. À Clermont, ça fait 11 ans cette année. C'est pas un médium récent. Par contre, la filière se structure, les productions sont de plus en plus qualitatives et voilà. Comment se fait le choix des films en tant que voilà, comment le choix? Vous êtes une petite équipe, dire on va prendre ce film-là. Faut qu'il y ait une diversité de tons, de genres. C'est les durées qui sont assez importantes aussi, parce qu'on sait que même des professionnels, si je prends Annecy par exemple, où j'ai fait la sélection pendant 4 ou 5 ans, les œuvres immersives, on sait que même les pros n'ont pas forcément l'habitude, donc quand tu reçois 5 films d'1 heure, tu peux pas prendre les... Voilà, tout le monde n'est pas en capacité de faire 1 heure de VR, à part des programmateurs zinzin qui arrivent à enchaîner 5 heures et voilà. C'est pas très recommandé, ça donne ça. Voilà. Mais on essaye de faire attention aux durées, comme là, il y a par exemple un film de 7 minutes, un film de 30, un autre de 15. Et puis on les regarde attentivement. À Annecy, on en recevait entre 100 et 120 par an. Donc c'est quand même pas mal. À peu près 10 de plus par an. Et à Clermont, pareil, on en reçoit une centaine. Et on est un comité de sélection comme ici. Hein. On regarde les films sous casque, voilà, on en parle. Et puis, Tu sens une évolution dans je sais pas le qualitatif, mais dans des projets qui deviennent de plus en plus, qui vont de plus en plus loin, alors aussi bien dans la narration, mais même dans les thématiques, dans les réflexions. Ouais. Beaucoup dans le documentaire animé, comme je disais, il y a des œuvres assez magistrales, comme Empereur, pour ceux qui peut-être connaissent, qui avait eu le Grand Prix à Venise, qui a eu tous les prix, qui est un film absolument magnifique sur un handicap, sur l'aphasie, donc c'est ce qui suit un AVC, et on est dans la peau du père de la réalisatrice, et c'est un peu comme, c'est un film qui a fait connaître la VR et qui a montré à pas mal de détracteurs que le sens que pouvait avoir ce médium. Donc on incarne ce papa qui est donc aphasique. C'est très interactif, on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à écrire. Et il y a une poésie derrière ce film qui est dingue. Et c'est vraiment n'importe qui pleure à la fin. C'est 45 minutes de dinguerie. Et on voit des œuvres comme ça magistrales, mais il y en a de plus en plus. Le film de Boris, qui a eu le Grand Prix à la Mostra aussi, de Boris Labbé, qui est un film expérimental, mais qui est très accessible au grand public aussi. Et oui, on voit qu'il y a une évolution de l'écriture et de la technique grâce au casque aussi qui est assez évidente. Vous sentez ça? Toi, tu ressens ça aussi? À chaque projet, tu as l'impression que tu vas, comme beaucoup de gens, hein, c'est pas qu'à la VR ou l'immersif, mais toujours volonté d'aller plus loin. Mais comme tu sais, quand la technologie, juste très rapidement, c'était Luc Clichy qui était venu nous voir ici, qui fait Astérix et qui dit on croit que la 3D c'est bien, mais en fait ça évolue tellement que quand vous faites un Astérix, en fait, le temps que vous faites le deuxième, vous jetez 70% de ce que vous avez fait parce que la technologie a avancé et que vous voulez que vos huttes ou quoi que ce soit plus parfait. C'est pareil pour... Bien sûr. Ouais. En fait, depuis que j'ai commencé la 3D en 2008, la technologie a tellement changé de fois que tout ce que j'ai appris au premier jour, je l'utilise plus. Là, chaque année, tu as quelque chose de nouveau qui apparaît. Chaque année, il y a une nouvelle technique. Mais en revanche, ce qui reste, ce qui est intéressant, c'est la patte artistique. C'est tout ce qui est, on va dire,
ma formation académique, c'est ce qui est resté et c'est ce que j'aime bien. Du coup, je peux l'appliquer à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît. Donc toi, oui, bien sûr, bien sûr. Et nous, à l'inverse, c'est vrai que comme très peu de gens voient de la VR, on montre encore des films de 2018, 2017, des films que personne n'a vus qui sont incroyables, comme Gloomy Eyes par exemple, qui est un film iconique qu'on montre encore en festival, en collège, en lycée. Donc ça, c'est assez cool parce que l'archive, pour le coup, les films durent presque plus longtemps qu'un film d'anime qui va tourner dans tous les festivals d'un coup, dans toutes les écoles avant séance, etc. Tu en fais, mais est-ce que tu en regardes et est-ce que tu des jeux vidéo? Parce que des fois, on peut en faire, mais pas vouloir en faire soi-même. En faire, oui, bien sûr. Ouais, en faire, t'en fais, non, mais est-ce que tu joues à des jeux vidéo immersifs ou t'as un casque chez toi Bien sûr. Ok, c'est quoi les 3 meilleurs jeux Alors, je te pose la question sur évidemment, juste après, je te laisse réfléchir. Non, sur les films, toi, évidemment. Alors, les 3 meilleurs, en fait, je joue qu'un seul, pas qu'un seul, mais en fait, je vais vous expliquer vite fait. Moi, ma passion, c'est justement l'aviation. C'est pour ça que j'ai réussi à joindre l'utile à l'agréable en travaillant sur des simulateurs d'avion. Et j'ai une équipe chez moi. Chacun en fait est chez lui avec son propre casque et en fait des missions d'avion avec des scénarios à chaque fois avec un nouveau scénario. Et voilà. Et ça m'a permis justement à apprendre à piloter des avions. Et là, je suis en train de passer mon brevet d'avion d'ailleurs. Ouais. Et j'ai beaucoup appris justement grâce à la VR. Parce que voilà, c'est un peu du serious gaming, mais c'est pas trop sérieux en fait. Voilà. Enfin, quand tu pilotes un avion, c'est sérieux quand même. Rassure-moi, c'est bon, tu ouais, il le faut. C'est pas juste comme si. Ok. Ouais. Donc obsessionnel jusqu'au bout. Ouais, sur les avions. Ok. Voilà. Toi, Gala, je sais pas forcément des films, mais est-ce que des films ou des auteurs, des autrices qui viennent aujourd'hui, est-ce que tu as pas très intéressant, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes? Comment se fait la distinction, enfin pas, voilà le pourcentage, et est-ce qu'il y a des noms qui aujourd'hui, on peut dire, tu en as déjà dit un ou deux, sont vraiment des noms qui sont reconnus et qui sont importants dans la VR? Il y a François Vauthier qui est vraiment le réalisateur de VR qui fait tous ses films en VR depuis toujours. Son dernier c'est Champ de bataille et là il est en train de pitcher son prochain. Et puis oui, il y a quand même une vraie parité, enfin de plus en plus. C'était un milieu très 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 masculin, faut pas se le cacher. Même moi en tant que programmatrice en réalité virtuelle, on m'a regardé de travers très longtemps. Maintenant la parité arrive, elle a mis un peu plus de temps que dans d'autres milieux. Mais il y a pas mal de femmes réalisatrices et moi je citerais plus des œuvres iconiques qui sont Gloomy Eyes, je vous l'ai dit, mais si vous connaissez pas la VR, c'est vraiment la porte d'entrée, je pense, qui est un film du coup argentin et qui est vraiment de la patte Tim Burton, qui a d'ailleurs été consultant sur le projet. Donc c'est un film en 3 épisodes et vous êtes debout et le film se construit autour de vous. C'est assez impressionnant. Il n'est pas interactif, mais il y a un effet waouh qui est assez dingue. Annecy, non? Ouais, Crystal Annecy. Ouais. En 2019, je crois, donc c'est assez vieux. Empereur, justement, je le disais, parce que c'est un peu comme Funan ou comme Valse avec Bachir. C'est des films qui ont un peu transformé le genre ou qui ont lancé le documentaire animé, par exemple. Je pense à Valse avec Bachir. C'est un film qui a eu un grand écho dans la filière. Et puis quand même le film de Boris Labbé qui est It Make You, qui a montré aussi que l'expérimental avait sa place là-dedans et que le grand public pouvait s'en saisir. C'est un film qui plaît à un public hyper intergénérationnel. Je pense que grâce au médium, on a pu rentrer dans la tête de Boris, ce qui n'est pas évident. Et j'aime bien voir des grands-mères de 80 ans qui disent celui-là c'est mon préféré. Voilà. Donc c'est un peu les 3 choses que je citerais comme ça, et François Vauthier en réalisateur un peu. Et Adrian Lockman aussi, qui est quand même qui est assez connu dans l'anime, qui s'est vraiment mis et qui sort bientôt son prochain film en VR. Quand tu es une grand-mère de 80 ans, tu vois que tout le monde s'y met. Enfin, VR, tout le monde peut. Nous, sur regarder, les espaces, je pensais absolument pas que ça allait être le cas, mais les seniors sont comme des dingues. Vraiment. Et c'est assez intéressant quand je vais en collège, par exemple, ou en lycée, où après les gamins reviennent avec leurs grands-parents ou avec leurs parents quand l'espace ouvre au grand public pour montrer à leur famille. Et il y a vraiment un point intergénérationnel hyper intéressant. Est-ce que vous avez des réflexions, pas forcément des questions, mais des réflexions par rapport à ce qu'on vient de dire? Je pense qu'on aurait pu aussi dire, on aurait pu parler on a tellement parlé
je sais pas, j'ai vu qu'à Paris, par exemple, on peut se balader sur les quais de la Seine avec le casque et ça nous explique l'histoire, etc. Il y a toute C'est une encore partie un aussi. autre, Bah, c'est pour ça, ouais. ouais, c'est encore autre chose. Vous savez en parler un petit peu de ce genre mais ouais. Alors moi, en fait, j'ai plutôt une question, pas vraiment une question, mais justement une sorte de... en fait, la question c'est qu'est-ce que la VR peut apporter plus que un film normal. Ouais, c'est ça la question. Non, bah, en fait, cette question, c'était un prof de scénario en France qui me l'a posée justement. Il nous a dit, c'était pour notre film de fin d'études, il nous a dit qu'est-ce que votre film va rapporter de plus qu'un film réalisé en prise de vue réelle, Alors, en 3D. Ce qui peut être intéressant, Gala va répondre, mais ce qui peut être intéressant pour les gens qui regardent les deux. C'est un peu étrange que je fasse parce que moi je peux pas regarder de VR, ça me donne vraiment mal à la tête, donc c'est un peu compliqué pour moi de faire une conférence sur la VR, mais peut-être que s'il y en a qui ont vu les deux, peut-être nous dire ce qu'ils en pensent. Ça marche? Ouais, super, merci. Moustacheman. Moustacheman. Bonjour. C'est bon? Oui, parle un peu plus fort peut-être, mais tu sais le faire, je sais. Donc c'est bien, bien votre question justement. Il pose toute la problématique entre le cinéma d'animation, le cinéma de prise de vue réelle et VR. Maintenant, avec tout ce qui se passe actuellement, le public, il a changé. Il a beaucoup changé. Il y a quelques années, le téléphone portable est arrivé. C'était une invention. Maintenant, c'est la préhistoire. Et il y a beaucoup de choses qui viennent. Le monde, il change. Et le mode de consommation du public, il a changé. Je pense, moi, je parle en tant que réalisateur de films, de prise de vue réelle et de scénariste, c'est difficile de faire un film. Déjà, c'est difficile de faire un film. Encore plus, c'est difficile de faire un film d'animation. Maintenant, avec ce que j'ai vu, la projection de Michel Oslo, ça devient encore plus difficile parce qu'on ajoute en greffe au fait de faire le film, le fait d'avoir un dispositif avec. C'est-à-dire que c'est comme si on trimballe un chapiteau. On fait un cirque pour présenter. Le cirque pas dans le sens péjoratif, non. C'est-à-dire on trimballe un dispositif pour présenter. Donc voilà, je voulais juste parler de ça. Et en fin de compte, pour peut-être, si je me permets de répondre à votre question, au-delà de la technologie, au-delà de tout ce qu'on peut voir, au-delà de l'effet wow, ce qui va rester, c'est ce qu'on raconte. C'est ça, on va raconter une histoire. Et à propos d'histoire, justement, et ça c'est probablement une question, sur l'écriture, justement, la différence, je trouve, entre la VR et l'animation normale, c'est qu'on est limité dans l'animation normale et dans le film normal, on est limité par le cadre, on est limité par le champ, on offre au spectateur le champ, mais en 360, on est obligé d'écrire le hors-champ. C'est-à-dire on écrit à côté, derrière, le mur, et c'est un énorme effort au niveau de l'écriture parce qu'il faut qu'on décrive tout ce qu'on peut voir. Il faut remplir tout ça. Pour les films immersifs, c'est encore plus parce qu'on implique le téléspectateur. Donc je voudrais que vous développiez un peu cette spécificité, cette difficulté, cet effort supplémentaire qu'on doit fournir au niveau de l'écriture pour écrire en 360 et écrire en immersion. Merci. Pour rebondir sur la première chose que vous avez dite, où ça rajoute de la difficulté, il faut monter un cirque, etc. Ça en enlève aussi, parce que par exemple, quand je vais dans des zones rurales ou dans là je reviens de Guadeloupe, par exemple, je suis allée rencontrer des jeunes lycéens qui avaient très peu de moyens de sortir, d'aller au cinéma, parce que c'est compliqué, parce que c'est un lycée qui était assez précaire, etc. Bah, moi j'arrive avec ma petite mallette et je les emmène, mine de rien, c'est des petits cinémas portatifs aussi, donc c'est presque, j'ai un peu allégé les choses et on essaye de rendre ça de plus léger possible, parce que les casques sont de plus en plus légers aussi, parce que moi j'arrive, j'ai pas besoin de wifi, j'ai besoin d'une prise électrique et d'une table,
Et je peux faire une séance VR pour 250 gamins en 2 jours. Voilà. Donc cette technologie-là est tellement plus souple et plus légère qu'avant et pas si chère que ça. Voilà. Et après, pour répondre, c'est une vaste question sur l'écriture. Moi, pour parler avec beaucoup de réalisateurs, réalisatrices, producteurs aussi de ces contenus-là, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste une réflexion et des logiciels différents. Mais en effet, il faut penser le film dans sa globalité. Comme je disais tout à l'heure, si tu regardes à gauche ou à droite, il faut que ça bouge partout, que ce soit animé, etc. Mais ça se rapproche là-dessus de l'écriture gaming, jeux vidéo. C'est un peu une fusion des deux arts et des deux... Ah, ça fait peur. Mais c'est pas incommensurable, quoi. Et puis finalement, on crée toujours, de toute façon, même si tu crées du champ, tu crées toujours du hors-champ. Et le hors-champ, il est illimité, de toute façon. Et puis sur la vue réelle, c'est juste une caméra différente, c'est une caméra globe, oui, qui coûte cher, mais enfin, c'est pas... Voilà. Tu veux répondre aussi? Non, parce que c'était ça. On va donner la parole à Olivier et à Anne d'après. Alors, je voudrais vous donner une réaction de spectateur et une question de producteur. La réaction de spectateur, c'est moi j'ai dû voir peut-être une dizaine de films en VR. Et certains, je les ai trouvés très intéressants, assez étonnants, poétiques et tout ça. Je vois le potentiel de ce qu'on peut faire avec. Mais fondamentalement, c'est pas mon truc parce que j'aime bien être dans une situation passive, quoi. J'ai pas du tout envie d'être actif dans l'histoire. Donc c'est vrai que c'est un positionnement qui est très différent. Et voilà, donc c'est à la limite du truc. Alors c'est peut-être aussi... Moi je pense pas que ce soit une question de génération. Tu dis que des personnes âgées aussi peuvent être très excitées. Donc ça c'est mon point de vue de spectateur. Et ma question de producteur, c'est des films qui coûtent cher à produire. Bon, des cas d'animation c'est cher, mais en VR c'est encore plus cher. Donc on est quand même sur des budgets qui sont très importants et sur une diffusion, malgré le travail que tu mènes Gala, qui est quand même limité. Donc quel avenir, à part effectivement on voit bien un avenir prototype d'installation, etc. Mais quel avenir commercial pour la VR de ce C'est une vraie question. Non mais c'est un illogisme quand même de production. Quand on voit les coûts de production de ces films et le fait que tu produis un film où tu sais qu'il va pas être diffusé. C'est un truc de fou quand même. Mais tu le produis parce que y a quand même un geste d'auteur derrière et que mine de rien, et que les festivals, il y a des sections dans les plus gros festivals au monde et depuis plus de 10 ans. Mais c'est un peu schizophrène comme. Mais est-ce qu'il n'y a pas des salles? Est-ce que justement, c'est ce qui est en train de se monter avec vraiment des salles de diffusion immersive avec. Mais autant la VR n'est pas un médium si récent que ça, autant là on est au balbutiement justement de la diffusion grand public et d'ampleur. Mais c'est une vraie question parce que je passe ma vie à faire des tables rondes là-dessus. Quel est l'avenir de la diffusion de ces films avec Unifrance, avec le CNC et on avance. Mais la filière se structure, etc. Et moi je défends pas du tout le fait que les gens doivent acheter que tout le monde doit avoir un casque chez soi. Pas du tout, parce que c'est pas forcément le modèle que je défends. Et ce que je défends, c'est que ces artistes-là existent, que ces films-là existent, et que c'est quand même un vecteur d'émotion et de création assez dingue, et qu'il faut des espaces de diffusion. En fait, c'est juste pour... Non, mais c'est bien parce que c'est une continuité, parce que pareil, je vois ça en tant qu'une évolution en fait du cinéma en général, parce que avant il y avait, on a encore le cinéma, les salles de cinéma et tout ça. Maintenant, tout le monde est devant son écran, devant son ordinateur, etc. Donc les gens, des fois, ont du mal à se dire pourquoi est-ce que je vais sortir voir c'est la même chose que je vais voir sur mon ordinateur. Donc ils ont forcément besoin d'un nouveau format, d'une nouvelle expérience. D'où l'expérience hier avec Michel Oslo. D'ailleurs, lui, je pense qu'il se rend compte qu'il faut s'adapter à cette nouvelle génération qui cherche les nouvelles expériences, justement, qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre. Et
En fait, j'ai une autre question, et d'ailleurs, c'est une continuité de ce dont on a parlé tout à l'heure au point presse, parce qu'on a parlé beaucoup d'artisanat et de nouvelles technologies. Maintenant, il y a la VR, la 360, l'immersive et tout ça. On parle de toutes les nouvelles technologies, l'IA aussi également. Et de l'autre côté, il y a les techniques artisanales. Et j'ai l'impression que, en fait, c'est comme s'il y avait une guerre de courants en fait entre la technologie et l'artisanat. Je ne sais pas s'il y a moyen de réconcilier les deux. Je ne sais pas, Pierre-Luc, par exemple, est-ce que tu te vois faire un film 360 ? Elle est forte quand même. J'y ai jamais pensé en fait. J'ai l'impression, quel que soit le moyen, enfin le cœur du truc c'est l'histoire. Ça revient à ce que tu disais. Et puis moi je vais souvent à des festivals de contes aussi où il y a juste une personne qui raconte et puis je suis pris dans le truc et puis je suis autant en VR que devant un film d'animation. Enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui est au cœur du truc. Après le moyen, effectivement c'est plus immersif et sans doute, mais je suis pas expert du tout moi en VR donc alors je dirais pas non de faire un film en VR, c'est une expérience intéressante et j'aime bien tester des choses. Mais je suis pas sûr, moi, d'en avoir le besoin vraiment. Pour moi, vraiment, le cœur du truc, c'est effectivement l'histoire et ce que je raconte et qu'importe un peu la technique ou le moyen que je vais utiliser pour le faire. Après, je suis pas sûre qu'il y ait une guerre ou au contraire, on voit des artistes comme je parlais d'Adrian Lockman qui a commencé qui est connu, qui a eu un cristal en film flat, en anime, qui maintenant s'essaye à ça. Boris Labbé, non mais voilà, c'est des réalisateurs qui s'intéressent, qui disent aussi, c'est pas du tout, moi je vois pas ça comme l'avenir du cinéma, moi je dirais jamais que la VR remplacera le cinéma, j'espère, enfin ce serait terrible, et d'ailleurs j'aime bien que ce soit en complément à, faire de l'avant-séance par exemple, ou faire un écho à, il y a une expo de tel peintre, et ben on fait un écho en VR, mais je pense pas qu'il y ait une guerre de territoire entre... Il y a une peur, parce qu'il y a une peur de la technologie, il y a une peur de toutes les technologies, mais il n'y a pas de... Après, ce serait sûrement une erreur. Je veux dire, quand dans les années 50, la télé arrive et le cinéma se veut en relief. Le relief ne remplace pas du tout, le cinéma ne remplace rien, et au contraire, on a un film en relief, mais c'est pas un remplacement. On a toujours peur par rapport à ça. C'est ce que vous avez, on l'a jamais fait ici, mais c'est évident, une grande partie des artistes ici encore. Donc évidemment, on va dire le mot intelligence artificielle, pour la première fois on va le dire. Boris Labbé est quelqu'un qui s'en est intéressé, qui veut laisser surtout pas ça aux commerçants justement, parce que sinon on voit ce que ça peut donner, et que la VR, si on la laisse aussi, enfin qu'il faut aussi que les artistes, et aussi bien en jeux vidéo, la prennent en main, et je pense qu'on pourrait très bien faire un film en volume, en VR, en marionnette, au contraire, voilà, c'est ça. J'ai reçu des films en peinture sur verre en VR. Donc, j'espère en tout cas qu'il n'y a pas forcément de combat et de guerre par rapport à ces deux-là. Ouais. Non, mais... Ce que je trouve qui est rigolo avec toutes ces nouvelles technologies, c'est qu'on a toujours à peu près la même manière de les présenter. Comme l'animation, on avait les zootropes dans les cirques, le cinéma pareil, on le montrait dans des foires comme ça. Et maintenant, la VR, on le voit que occasionnellement dans des festivals ou des manifestations. Je connais bien François Vautier, qui fait du très bon travail. On avait eu du coup une discussion sur la distribution. Et en fait, à Casablanca, il avait eu l'occasion de présenter son dernier travail. Ils avaient fait toute une installation dans une maison qui s'appelle la Villa des Arts Numériques, quelque chose comme ça, qui a été spécialement aménagée pour accueillir des œuvres de nouvelles technologies. Aussi... au musée de la Grande Guerre à Paris, il a fait aussi. Oui, avec où il y a eu 6000 personnes en un week-end, je crois. Il fait de l'excellent travail. En fait, on avait eu cette discussion sur la distribution. Et en fait, au Nigeria aussi, j'avais rencontré des personnes qui essayaient de faire comme des mini-histoires avec des réalisateurs pour un peu promouvoir la culture de chaque pays. Et en fait, c'était que des projets VR en collaboration avec des artistes d'animation, de jeux vidéo. Donc pour moi, c'est peut-être juste une manière de partager, mais
peut-être que dans le futur, en fait, on aura des structures justement pour accueillir et vivre des expériences. À Marrakech, par exemple, on a une espèce de musée où en fait ils ont mis des panneaux LED partout pour en fait être immergé complètement dans un court-métrage un peu de l'arabe abstrait pour découvrir un peu le monde du Maroc, l'artisanat et tout. Et on va dire c'est quelque chose de fixe et que les personnes viennent visiter parce que ça fait partie de la culture et ils essayent aussi de trouver d'autres projets de ce type-là pour pouvoir proposer d'autres courts-métrages et d'autres visuels. Oui, mais comme tu dis, après c'est du travail de distribution. Là, c'est un film sur la Première Guerre mondiale. Il y a plein de musées autour de la guerre, etc. C'est facile de faire. Enfin, c'est facile, c'est du boulot, mais tu prends un film, sa thématique et le film il y a plein de films qu'on pourrait diffuser dans des lieux existants, qui ont déjà un public existant, qui sont identifiés. Et voilà. Et j'ai une autre question. Pour voir des films VR, il faut des lunettes. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec l'évolution justement des technologies, le fait qu'on ait des méta-lunettes et des choses comme ça, on ne pourrait pas voir justement des films en VR avec des nouveaux dispositifs de ce type? On pourrait, après ce serait la même problématique, il faudrait quand même que tu l'achètes et voilà, pour l'instant, les films sont sur MetaQuest, c'est une vraie question aussi, hein, sur le fait qu'il n'y ait pas un casque français, par exemple, ça c'est une grande question aussi. Là aussi, il y a des évolutions qui arrivent, mais pour l'instant, les films sont faits pour ces plateformes-là, mais oui, évidemment, ils évolueront. Dans 20-30 ans, de toute façon, on aura des puces, on le sait bien l'œil. Et puis dans 50 ans, les enfants naîtront avec directement la puce. Donc de toute façon, J'ai fait une masterclass il n'y a pas longtemps où c'était quelqu'un de MSI qui présentait un truc et à la fin il nous a dit en fait mes lunettes sont des lunettes connectées et je vous filme depuis le début et on n'a absolument pas vu, c'était les mêmes que toi, que c'était assez flippant. Je me filme aussi là. Ouais, vous savez pas, je me filme. Est-ce que peut-être juste pour terminer ça, est-ce qu'en fait l'intérêt, puisqu'on parlait de narration, est-ce qu'il faut que la VR de toute façon continue pas à faire juste développer nos imaginaires et que même si on est immergé dans quelque chose, finalement on avance encore plus loin et que finalement, et dans les questionnements qu'on se pose, etc. Et que finalement, est-ce que une œuvre d'art, une œuvre de création, c'est pas ça aussi, finalement, de pas... c'est immersif, mais c'est pas fini, quoi. C'est un jouet optique qui va évoluer comme un autre. C'est une machine à rêve, quoi. C'est pas beau, ça? C'est pas surfait. Ouais. Alors, oui, effectivement, la VR aujourd'hui, on l'utilise surtout pour du divertissement. Pour l'instant, on l'utilise aussi dans la formation, du serious gaming, etc. Mais moi, depuis tout à l'heure, quand on parlait, j'ai commencé à avoir cette image de... en gros, si on simplifiait la chose, ça deviendrait en fait comme si on regardait un spectacle, mais en fait on était au milieu et que le spectacle était autour de nous. Et du coup, ça change pas grand-chose. On va dire, l'histoire, elle se déroule devant nous. C'est juste que, voilà, pas que devant nous, mais même dans notre vision périphérique qui est derrière nous, etc. Voilà. Parce que physiquement, ça change pas tellement les choses finalement. Donc on n'a pas réellement qui change physiquement. Comme l'a dit la dame tout à l'heure, aujourd'hui maintenant on a aussi des écrans LED qui sont autour de nous et tout. Je ne sais pas si vous avez vu Mandalorian, le making of. Oui, voilà. Maintenant il y a de nouvelles technologies qui font tout le taf. Qui font que le décor bouge en même temps. Enfin bon, en plus c'est des rendus. Un jeu vidéo, on en a parlé un tout petit peu, où d'un seul coup. Vous allez pouvoir avoir tout le décor qui va bouger, qui va changer, et que même si vous avez une interaction, enfin bon. Mais après, en effet, l'être humain aime les histoires, et que de toute façon, il va rester forcément, même si on aime bien l'expérimental et si on tente des choses, il va rester au niveau des histoires. Dans pas longtemps, Jean-Paul Commun, ici présent, présentera Amélie, la métaphysique des tubes, film superstar qui a été au César, aux Oscars, qui a gagné le BAFTA.
aussi donc en Angleterre. Donc voilà, 21h, projection du programme 3 de court-métrage. Et je vous invite à venir puisque Inde nous propose, comme il connaît bien plein de choses, on va avoir 2 courts-métrages de jeunes étudiants, ils sont encore étudiants, ou jeunes étudiants, étudiantes marocains et marocaines qui vont nous présenter 2 petits films juste avant la compétition. On parlera un petit peu, puis on a 2 réels en compétition. Donc voilà, donc il y a encore pas mal de choses. Et demain, parce qu'il est en face de moi, il est tellement beau, ça m'embêterait de pas en parler. À 11h demain matin au cinéma d'Aolis, Olivier Catrin nous dira toutes les merveilles qu'il est en train de produire. Il va nous montrer des images en exclusivité mondiale, parce qu'il aime le FICAM et il le veut. Merci beaucoup à vous deux d'être venus, merci d'être venus au dernier moment.